Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à Devox pour parler IA. Alors on va voir si l'IA, qui est un bien grand mot, peut être la solution ou pas pour comprendre la langue des signes. Alors avant ça, une petite présentation assez rapide. Je m'appelle Eléa Péton, je suis Machine Learning Engineer chez OVH Cloud dans l'équipe AI Solutions. En fait, notre but, ça va être de créer en fait, des verticaux sur nos 3 produits dédiés à l'entraînement et au déploiement de modèles d'intelligence artificielle. Donc on va créer des tutoriaux, on va aussi intégrer par exemple des solutions partenaires et des fois on va donner des conférences. Pour la petite anecdote, j'ai commencé il y a 1 an, presque tout pile, grâce à mes collègues qui m'ont dit « Et si tu faisais un tremplin pour participer à une conférence ?» Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» En tout cas, jamais je me serais imaginé 1 an après être à Devox et donc merci à eux pour l'accompagnement. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors tout d'abord, les différents objectifs. Pourquoi cette idée de détecter la langue des signes grâce à un modèle d'intelligence artificielle? Ensuite, on va parler du jeu de données utilisé. Très important la donnée. On verra qu'on va utiliser le ASL pour American Sign Language, donc qui va être notre jeu de données aujourd'hui. On va ensuite tester une première solution. Alors, spoiler, ça ne va pas être la meilleure. On va voir que le modèle va être un petit peu biaisé et que ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Pour cela, on va essayer de modifier un petit peu notre jeu de données et réentraîner notre modèle pour qu'il devienne meilleur. Et pour cela, on va passer par une étape de data augmentation. Donc, on va venir augmenter notre jeu de données initial pour en fait qu'il soit plus diversifié. On réentraînera notre modèle d'IA dans le cloud, on parlera du modèle à entraîner, pourquoi ce modèle et des solutions en fait qui peuvent exister. Enfin, on va déployer une app d'IA, vous pourrez également la tester, et on va voir en fait si cette seconde solution est meilleure. Je l'espère en tout cas. Alors, les objectifs. Pour la petite anecdote, il y a à peu près 6 mois, avec une collègue qui est donc chez OVH Cloud dans une équipe orientée data, on s'est dit ça serait bien qu'on fasse un truc autour de la data et l'IA et que ça puisse nous aider un petit peu dans notre vie de tous les jours ou en entreprise. C'est-à-dire quelque chose qui touche en fait au social et qui pourrait vraiment nous aider à intégrer différents types de personnes, donc qu'elles soient malentendantes, qu'elles soient peut-être à mobilité réduite, et qu'on puisse en fait les aider et qu'on puisse les intégrer dans notre monde, que ce soit au travail ou à la maison. On s'est dit pourquoi pas la langue des signes. Alors là, on s'est intéressé un petit peu à ce sujet. Il faut savoir qu'il existe plusieurs langues des signes. Donc en fonction des pays, c'est un peu comme nous, on ne parle pas forcément la même langue d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre également. C'est pareil pour la langue des signes. Donc c'était un petit peu le premier obstacle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à quelle langue en particulier et comment en fait on va pouvoir traiter ce type de données. Ensuite, on s'est intéressé aux jeux de données et notamment à l'American Sign Language Dataset. En effet, notre but, c'était un petit peu aussi de montrer qu'on pouvait le faire à travers nos produits chez OVH Cloud. Et donc, on s'est dit, on veut un jeu de données libre de droit qui existe puisqu'on n'a pas le temps de le créer de toutes pièces et qu'on puisse utiliser facilement. Par chance, il en existe un sur RoboFlow, donc qui est un site relativement connu, que vous pouvez trouver gratuitement, qui a été créé par David Lee et donc qui est composé de 26 classes. En effet, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un POC. On va déjà essayer de détecter les différentes lettres de l'alphabet de la langue des signes américaine et on va voir en fait si c'est possible de détecter donc ces 26 classes qui vont également être ces 26 lettres. Il faut savoir que ce jeu de données est composé de 1728 images et qu'il a été labellisé pour la détection d'objets. Donc comme vous pouvez le voir sur la droite, on va essayer à partir d'une photo d'une personne. Là par exemple, la personne est en train de signer la lettre C. On va essayer d'afficher le label, donc qui est en fait le résultat, la classe, la lettre en l'occurrence, et un score de confiance, donc ici 0,96 pour par exemple 96%. Et on s'est dit, c'est ce qu'on va essayer de faire, de détecter ces signes-là. Alors là, vous avez en fait un échantillon du jeu de données. Donc globalement, vous pouvez voir chaque lettre qui a été signée. Et donc, il y a plusieurs lettres qui ont été signées, photographiées, dans différentes en fait, contextes, positions, globalement dans une maison et par la même personne. On s'est dit, OK, en computer vision, il existe plusieurs techniques. La classification, nous, ça ne va pas nous suffire. Parce qu'on peut s'imaginer après aller plus loin, avoir plusieurs personnes dans la même pièce qui signent et qui échangent entre elles. Donc, classification d'images, ça ne va pas suffire. Si on rajoute juste la localisation, pareil, ça ne va pas être suffisant parce que si on imagine avoir 2 mains
et parce qu'il faut savoir que la langue de signes se signe avec les 2 mains, on va avoir un problème. On va donc partir sur de l'object detection, parce que notre dataset a été labellisé pour. Si on voulait aller plus loin, on pourrait s'intéresser à la segmentation d'images pour distinguer vraiment en fait la main, donc en faisant le contour. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le stand d'AXA aujourd'hui ou hier. Il y a en fait une personne qui est présente sur ce stand et qui a créé vraiment un super outil, justement assez ludique pour tester, de faire les différents signes, donc de l'alphabet ou autre. Et lui, il a utilisé encore une autre technique, qui est la technique des points. Donc il a 15 points en fait, qui va être détecté sur une main. Et donc, à partir du moment où la main est affichée, il y a les 15 points. Et donc, c'est encore une autre technique qui est notamment assez utilisée pour détecter la langue des signes et les mains en particulier. Donc, je vous invite à aller tester parce que c'était vraiment chouette. On va parler un peu de l'algo. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais le faire avec un des algorithmes YOLO. Alors, YOLO V7. Donc YOLO, ce n'est pas vraiment pour ce que vous pensez. Hein. En IA, c'est pour You Only Look Once, et c'est une famille d'algorithmes. Il y a quelques mois de ça, j'aurais pu vous dire que YOLO V7, c'était le dernier algorithme de la famille. Maintenant, il y a le YOLO V8 qui est arrivé. Mais aujourd'hui, on va utiliser la version 7. Pour info, ce qui est pratique avec cet algorithme-là, c'est que déjà tout est en open source, donc vous trouverez tout sur GitHub. Vous pouvez utiliser l'architecture de ce modèle en tant que tel, voire le customiser. Et c'est surtout très pratique pour détecter divers objets, donc sur des images ou des vidéos, pour faire du temps réel également. Et en fait, c'est relativement rapide et précis, parce que d'où le titre You Only Look Once, en fait, l'algo va passer une seule fois, donc sur la frame, sur l'image ou sur la vidéo. Le problème, c'est que YOLO V7, à la base, il n'a pas été entraîné spécifiquement pour détecter des mains, ou en tout cas pour détecter des signes. Le but, ça va être donc d'entraîner ce modèle sur le jeu de données que je vous ai montré précédemment. Ensuite, je me suis dit, on va essayer de faire un petit peu de détection temps réel, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir une caméra sur une petite app et on va venir prendre une photo pour ensuite afficher les résultats. Par exemple, ici, vous pouvez voir le signe W. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir extraire l'information. Ici, on a un W, donc on peut s'imaginer écrire, je ne sais pas, le mot world. Donc après, je vais signer un O, un R, un L, un D, et je vais pouvoir écrire un mot à la fin. Le but, c'est de s'imaginer, dans une étape future, en fait, écrire par exemple une phrase complète. Si ça vous dit, on la teste. Alors, on va tester la première version de l'app, donc qui est relativement simple. Je vais essayer d'écrire le mot au hasard OVH, très original. Et donc, je vais commencer par la lettre O. Alors ici, on peut voir qu'on ne voit pas spécifiquement le résultat, mais on a bien écrit un O juste là. OK. Je vais essayer d'écrire maintenant la lettre V. OK. On a bien un V. Hop, je vais maintenant essayer avec la lettre H. Alors, c'est le cas, sauf que vous voyez qu'on a également un J. Le carré bleu qui est juste derrière, donc la boîte englobante qui est juste derrière, c'est un J. Donc en fait, le modèle n'est pas sûr. Idem, si vous regardez ici le score qui a été affiché, 0,41, le modèle n'est pas vraiment sûr de lui. Alors, là, encore, ça a fonctionné relativement bien, mais je vais vous raconter une petite anecdote qui ne me met pas forcément en valeur, hein, je préviens tout de suite. Avant Devoxx, je propose à mes collègues de faire une petite présentation devant eux donc pour m'entraîner. Et donc je teste ce modèle-là. Et il faut savoir qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je teste le modèle et le modèle n'était pas habitué à voir mon visage. Et donc, il a détecté mon visage en faisant bien la boîte englobante autour et en labellisant en tant que la lettre Q. Voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est là où on est content de bosser dans le domaine de l'IA. On sent que, voilà, même les modèles d'IA sont vachement reconnaissants envers nous. Bon, globalement, là, mis à part le J, ça a fonctionné plutôt correctement. Avec l'anecdote du Q, peut-être un peu moins. En tout cas, moi, je me suis dit qu'il y avait un petit problème et que mon modèle n'était pas super fonctionnel. Déjà, on peut avoir une mauvaise identification de la lettre. Par exemple, en haut, mon modèle a identifié ma lettre comme un X alors que c'était un C. Bon,
c'est un problème. On a également des faibles précisions. C'est ce qu'on a pu voir avec le H tout à l'heure. Par exemple, ici, c'est bien un U, mais on a seulement 31%, donc le modèle n'est pas super sûr de lui. Et ensuite, on a la reconnaissance de faux objets, donc là, que ce soit le plafond ou ma tête en l'occurrence. Et donc, c'est un problème, parce que ça veut dire que le modèle n'est pas sûr et détecte en fait des choses qu'il n'a peut-être pas l'habitude de voir ou qu'il peut identifier comme des mains ou comme des signes, alors que ce n'est pas le cas. Deuxième question, pourquoi on a de tels résultats? Alors d'abord, il faut savoir qu'on a une base de données relativement petite. On a seulement 1728 images, sachant que ce jeu de données est séparé à la fois pour les données d'entraînement, de validation et de test. Donc, ça fait très peu d'images à chaque fois, sachant qu'on a quand même 26 classes. De même, on a un manque de diversité dans les arrière-plans. Alors, si je vous remonte, ici, les arrière-plans, globalement, on est dans une maison. Les fonds sont boisés, blancs, des murs, mais ce n'est pas super diversifié. Pareil, au niveau de la luminosité des expositions, c'est relativement similaire. Et moi, quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'on a le même type de main. On a la même couleur de peau, on n'a pas de tatouage, pas de bague, et on n'a pas forcément non plus de main d'enfant. En fait, c'est vraiment le même type de main, puisque c'est une seule et même personne qui a créé ce jeu de données. Si on parle de manque de diversité dans les premiers plans, on peut revenir sur le visage. Même si sur certaines images de ce jeu de données, la personne a montré son visage, il s'agit du sien. Donc en fait, pour des visages différents d'autres personnes, le modèle ne va pas forcément savoir comment l'interpréter. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte pour un voyage vers le meilleur modèle. Alors moi, à la base, j'ai suivi ce chemin-là. Je suis partie du jeu de données, je me suis dit super, il est déjà labellisé, c'est top, j'ai pas ce travail-là à faire, j'ai pas ce travail de nettoyage de la donnée. J'ai initialisé mon modèle YOLO V7, je l'ai entraîné dans le cloud et je l'ai évalué sur un ensemble de tests. Sauf que mon modèle, il était relativement bon sur cet ensemble de tests, parce qu'il avait appris sur ce jeu de données-là en particulier. Donc en fait, il était quand même biaisé, puisqu'il était bon, mais pour une tâche donnée, dans un contexte bien précis. Ensuite, comme vous l'avez vu, je l'ai exporté, on a testé l'app, etc. Et on s'est rendu compte qu'au final, ce n'était pas vraiment représentatif de la vie de tous les jours et de toutes les personnes qu'on pouvait croiser. Et donc, je me suis donc dit faut changer ça, faut que mon modèle il soit plus inclusif, qu'il reconnaisse davantage de types de mains, etc. Donc, on va inclure une partie de data processing. Par chance, je discutais toujours avec ma collègue qui bosse dans une équipe de data processing chez OVH, et elle m'a dit, nous, on peut le faire de manière rapide, donc je vais t'aider, et on a continué sur ce projet à deux. Ma question, c'était, j'aimerais bien élargir mon ensemble de données, mais je n'ai pas énormément de temps non plus pour le faire. Donc, quelles sont les méthodes? Alors, première solution, demander à mes amis ou à mes collègues de nouvelles images. C'est ce que j'ai fait, mais ça prend quand même du temps. Et même si je les paye en bonbons, en chocolat ou en bière, ça a ses limites. Deuxième solution, je me suis dit, je deviens professionnel Photoshop, je fais une formation et non, pour rappel, on n'avait toujours pas le temps, donc ce n'était pas la bonne solution. Et comme on bosse quand même dans le monde de la data et de l'IA, on s'est dit, on va augmenter nos données à l'aide d'un outil dédié. Donc il existe maintenant des IA génératives, donc ils vont générer des images, etc. Nous, on a décidé de prendre en fait un outil plus simple et de faire en fait la data augmentation plus ou moins classique. On va se baser sur le dataset d'origine. On va ajouter un dataset personnalisé, donc avec des mains de collègues par exemple, à partir des photos qu'ils nous ont envoyées. Et on va augmenter ce dataset pour avoir en fait un jeu de données résultant et plus diversifié. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on a l'image originelle, par exemple comme ici en haut à gauche. La langue des signes, encore une fois, se parle avec les deux mains. Donc on s'est dit, on va faire un flip horizontal pour avoir une image en miroir. Ça va nous permettre, entre guillemets, d'avoir une simulation des deux mains. On peut également faire un glissement. Dans la vie de tous les jours, nos images, elles ne sont pas forcément toujours super centrées. Des fois, elles peuvent être un peu décalées et des fois, la main ne peut pas forcément être en entier. Donc, on a décidé d'appliquer ce type de modification.
On a également joué sur la luminosité, la saturation, le bruit, le flou et le contraste. Des fois, quand on prend une photo, on ne fait pas gaffe, ou une vidéo, on bouge un peu, donc l'image n'est pas nette. Pareil, s'il pleut, ça peut simuler un petit peu l'effet du bruit. Et après, forcément, on peut être dans des endroits plus ou moins sombres avec des expositions complètement différentes. Maintenant, comment on fait ? Moi, je me suis dit, je vais faire un traitement d'image classique. Je connais OpenCV, Pillow, les différentes libs d'images. Donc, j'ai appliqué un traitement d'image classique. Globalement, ça m'a pris entre 2 et 3 heures d'appliquer mes différentes transformations. Elle m'a dit, attends, nous, on a un outil chez OVH avec du Spark. Donc, elle l'a fait en 2 ou 3 minutes. On avait le même résultat globalement en sortie. Elle a juste gagné pas mal de temps. Finalement, on avait notre dataset personnalisé, on a traité nos images et on a obtenu un dataset résultant avec des données augmentées. En termes de chiffres, voilà ce qu'on avait au départ. Donc au total, on avait à peu près 1700 images. Et finalement, on a multiplié par près d'1,4 pour passer à 2300 images. Donc c'est-à-dire qu'on a généré 2 nouvelles images pour chaque image existante. Alors vous allez dire, oui d'accord, mais tout à l'heure, je vous ai montré, moi, plusieurs types de transformations différentes, et il y en avait bien plus que 2. En effet, on n'a pas appliqué toutes les transformations pour chaque nouvelle image. On a fait un random, et c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait 2 transformations différentes pour chaque image, mais pas plus, parce que sinon, on va revenir dans le cas où on va biaiser notre dataset sur un nouveau cas précis, et ce n'est pas ce qu'on voulait. Vous allez voir qu'on va pouvoir réentraîner le modèle. Potentiellement, on aurait encore des améliorations à faire, d'autres photos à prendre dans différents contextes. Maintenant qu'on a un jeu de données augmenté, il faut qu'on réentraîne notre modèle. Pour ça, on va avoir besoin de la puissance GPU. Alors, vous pouvez tout à fait le faire en local. Je vais vous montrer. On va utiliser un notebook Jupyter Lab. On peut le faire en local sur sa machine. Le problème, c'est que quand on entraîne des modèles comme ça, un petit peu volumineux pour de l'image et notamment de la détection d'objets, ça peut créer une petite surchauffe légère, voire le modèle effectivement peut ne pas réussir à s'entraîner puisqu'on a un peu besoin de puissance de calcul. Et donc, pour ça, je vais utiliser des outils dédiés. Alors, on en a 3 chez OVH. AI Notebooks, donc des notebooks Jupyter Lab ou Visual Studio Code, avec tout qui est packagé dedans, donc installation de CUDA, etc. Mise à disposition donc de GPU. Et ça, c'est vraiment idéal en tant que data scientist si on veut faire un peu d'exploration de la donnée, quelques tests de modèles et du training. Ensuite, on va avoir AI Training. On va venir pouvoir entraîner notre modèle d'intelligence artificielle dans un job, c'est-à-dire que c'est du conteneur as a service. On lance un job à partir d'une image Docker personnalisée ou non. Notre training se fait et à partir du moment où il est terminé, le job passe en done. Ensuite, on a AI Deploy pour déployer des modèles d'intelligence artificielle et des applications. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et on pourra avoir en fin de présentation le code d'une petite table relativement simple, comme je vous ai montré, et le Dockerfile. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder un petit peu dans le notebook ce qui se passe côté modèle. Alors, hop, je devrais pouvoir accéder à mon notebook juste ici. Voilà, je vais augmenter un petit peu la taille pour que vous puissiez voir correctement. Ok. Alors, première chose, j'ai différents folders ici sur la gauche. Donc, un repo d'exemple, mes données, avec mon jeu de données de base et mes données finales. Donc, on parlera après de la partie data processing. Ici, en fait, dans Utils, j'ai la data augmentation, la data visualization, par exemple. Weight and Biases, on va voir tout à l'heure ce que c'est. C'est un outil de tracking où on va pouvoir comparer nos modèles avec cet outil. YOLO V7, où je suis venue cloner en fait le repo. Vous pouvez voir que je vais avoir par exemple un fichier detect pour venir faire de la détection, pour exporter mon modèle juste ici, pour l'entraîner, etc. Et enfin, ici, YOLO V7 ASL modèle, c'est pour venir exporter mon modèle dans le cloud à la fin de l'entraînement. Alors, on va s'intéresser un petit peu au notebook. L'avantage d'un notebook, c'est que je vais pouvoir mettre à la fois des images, du texte et forcément du code. Ici, en fait, tout est détaillé parce que le tutoriel est disponible, donc vous pourrez le tester après si jamais vous en avez envie. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue donc télécharger dans un premier temps mon jeu de données depuis RoboFlow. Donc ça, c'est fait. J'avais mes données initiales, si vous voulez. Ensuite,
je suis venue cloner également le repo YOLOv7 pour avoir accès à tous les fichiers et les scripts Python dont j'avais besoin. Et je suis venue installer les différentes dépendances. J'ai également installé Weight and Biases, on en reparlera. Et ensuite, il est temps d'importer en fait les différentes dépendances et surtout de se loguer à Weight and Biases, d'initialiser donc avec le nom du projet et l'entité, et évidemment de vérifier qu'on a bien un GPU de disponible. Donc ici, on voit qu'on a un Tesla V100S qui est à notre dispo. Ok, donc ça c'était un peu pour la partie initialisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je définisse en fait le nombre de classes. Les classes, ça va être en fait mes labels, donc, qui sont au nombre de 26, puisque j'ai 26 lettres de l'alphabet. Donc je vais venir ici chercher mes informations dans le fichier data.yaml. Alors, si je viens ici par exemple, on peut voir qu'on renseigne le chemin d'accès à mes données d'entraînement, également à mes données de validation et à mes données de test. Mon nombre de classes, c'est ce que je vais venir extraire, c'est 26, et le nom de ces classes, donc les lettres de l'alphabet. Ok. Ensuite, je vais venir en fait définir l'architecture du modèle à partir d'un fichier YAML. Là, je vais prendre un modèle YOLOv7 classique. Vous pouvez le customiser si vous en avez envie. Ici, on va l'utiliser en tant que tel. On verra après qu'on sera dans le cas du transfer learning et donc en fait, on va utiliser cette architecture de base. Si je prends le cas de l'embarqué, que j'ai envie de faire un petit peu d'embarqué avec un modèle comme YOLOv7, je peux tout à fait choisir par exemple une architecture YOLOv7 Tiny si j'ai besoin. Donc ça, c'est pour le backbone et donc l'architecture globale de mon modèle de YOLOv7. Et maintenant, on va passer à l'étape du transfer learning en téléchargeant les poids de YOLOv7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le transfer learning, en fait, c'est qu'on va utiliser les connaissances d'un modèle d'intelligence artificielle pour l'appliquer à une autre tâche avec ce même modèle. Globalement, YOLOv7, au départ, il a été entraîné sur le jeu de données Coco. Donc Coco, ce sont différents objets dans leur contexte. Il y a 80 classes, 330 000 images, c'est des objets de la vie courante. Globalement, des véhicules, de la nourriture, on peut également avoir des personnes, des animaux. Et notre modèle YOLOv7, il est relativement bon pour reconnaître ces objets-là. Donc, il a déjà des connaissances acquises. Par exemple, si vous connaissez le solfège et que vous jouez du piano, si maintenant vous voulez apprendre à jouer, je ne sais pas, du violon, vous avez déjà une base en fait qui est le solfège. Idem, on parle le français. Donc on a l'alphabet qu'on connaît. Si on veut aller apprendre l'anglais, ça va être plus facile parce qu'on connaît le même alphabet. Si on a une langue différente, par exemple le coréen, ça va être potentiellement plus compliqué parce qu'on va avoir un alphabet qui n'est pas le même. Ici, c'est pareil. Mon modèle, il sait déjà détecter des personnes. Donc, il va se baser sur cette connaissance-là. Et maintenant, moi, je vais lui dire, tu vas apprendre à reconnaître la langue des signes. Donc, je vais venir télécharger les poids du modèle. Globalement, on a l'architecture. Et en fait, c'est comme si j'avais un calque que je vais venir repositionner avec les poids en fait, de mon modèle sur cette architecture. On va réentraîner le modèle. L'avantage, c'est que l'entraînement va probablement durer moins longtemps. Et surtout, que normalement, en fait, nos résultats vont être meilleurs. Alors, juste ici, j'avais fait un premier entraînement donc, sur mon jeu de données de base. C'est ce qu'on a regardé, en fait, avec le modèle qu'on avait initialement. Donc, je faisais appel à mon fichier train.py, donc le fichier pour l'entraînement de YOLOv7. Je définissais également le nombre de workers, le device 0 pour mon GPU, un batch size, donc mes data avec le fichier YAML, la taille de mes images, l'architecture de mon modèle, mes poids, le projet Weight and Biases, le nom du coup de mon entraînement et le nombre d'époques, donc le nombre de périodes sur lesquelles le modèle va s'entraîner, qui est au nombre de 100. Ça, c'était pour le premier entraînement. On a vu que c'était pas top au niveau résultat. Je vais descendre un petit peu. Je vous laisserai en fait toutes les infos pour le calcul des métriques qu'on verra par la suite. Juste ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser à l'étape data processing avant de comparer nos modèles. Alors, je ne vais pas avoir le temps de le faire en live, mais c'est pas grave, on va avoir le temps de regarder un petit peu le code. Hop. Ok, donc j'importe mes dépendances, je crée ma classe data augmentation et à l'intérieur, je vais avoir plusieurs choses. Déjà, je vais venir récupérer mes données, qui sont mes images, dans ma première fonction. Ensuite, je vais également venir récupérer mes labels. Et après, je vais avoir la fonction
run qui va en fait me permettre d'appliquer mes différentes transformations. Je vais sauvegarder à la fin à la fois mes nouvelles images et mes nouvelles, donc BB pour Bounding Box, donc mes nouveaux labels. Si on passe aux fonctions qui vont nous permettre d'appliquer les transformations, il y en a plusieurs. La première, on va jouer sur le bruit. Globalement, en fait, on va juste changer et ajouter du bruit à une image. Et après, vous pouvez voir ici, alors je vais dézoomer un petit peu, qu'on a une fonction translation. Donc si vous vous souvenez, c'est quand en fait on va décaler un petit peu l'image. Pourquoi cette fonction est plus grande entre guillemets? Il faut savoir que si on décale l'image, il faut également décaler la boîte englobante qui était autour de la main. Parce que si elle reste à la même place, ça n'a plus aucun sens. Et donc forcément, on va avoir une transformation supplémentaire à faire par rapport à celle du bruit où en fait la boîte englobante va rester autour de la main. Là, on va devoir décaler la boîte en même temps que l'image pour en fait que ça garde du sens et que notre modèle puisse toujours reconnaître le signe en question. On va jouer également sur l'illumination, le contraste, la saturation. Hop. Et par exemple, rotation ici, encore une fois, pareil, si on joue sur la rotation de l'image, on va également jouer sur la boîte englobante. Globalement, voilà pour la partie Data Augmentation. On a également un fichier Data Visualization si on veut observer en fait les applications qui ont été faites, voir par exemple si nos bounding box sont bien autour de l'image comme attendu. Et enfin, j'ai mon main. Et donc là, en fait, je vais juste pouvoir prendre en argument plusieurs choses comme la localisation de mes images, de mes labels et par exemple ma sortie, mais également le nombre d'images à changer. Donc dans notre cas, hop, je vais redescendre un petit peu. Dans notre cas, par exemple ici, on avait une sortie. Donc maintenant, on a remélangé les images initiales avec les nouvelles images. Mais pour le nombre de process, on était au nombre de 2, puisqu'on a décidé de faire 2 images en plus de chaque nouvelle image existante. On a regardé la taille du nouveau jeu de données. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé tout à l'heure. On a multiplié par globalement 1,4 et on a réentraîné notre modèle sur notre nouveau jeu de données augmenté. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'entraînement. Voilà. C'est un petit peu compliqué à lire, j'en conviens. On peut voir les courbes à la fin de l'entraînement, mais globalement, moi, j'aimerais bien savoir si mon entraînement se passe bien. Et pour ça, il y a un outil que je trouve particulièrement cool qui s'appelle Weight and Basis. Donc, globalement, les poids et les biais. Et ça va nous permettre en fait de faire du tracking de modèles, donc d'observer les différents modèles pendant leur entraînement. Alors, on a plusieurs choses, donc les images générées pendant la validation. Les matrices de confusion, on en reviendra juste après avoir observé les courbes des différentes métriques. Alors, globalement, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Globalement, en jaune, on a l'entraînement sur le jeu de données augmenté et en noir, on a l'entraînement sur le jeu de données basique initial. Alors, on peut voir que relativement partout, on est au-dessus pour le jeu de données augmenté, tant mieux. Et on a souvent 2 métriques qui travaillent ensemble, entre guillemets, et qui sont un petit peu complémentaires. C'est la précision et le rappel, donc precision and recall. Et en fait, ça va se calculer en fonction des vrais positifs ou des faux négatifs. On peut voir par exemple que pour la précision, on passe de 0,80 à 0,95. Notre modèle semble donc quand même plus précis. Idem pour les métriques de type MAPS. Donc vous retrouvez toutes les informations sur cette métrique dans le notebook. On est quand même au-dessus dans les 2 cas. Maintenant, il faut penser à regarder la perte. Alors par exemple, sur nos données d'entraînement, on cherche forcément à avoir moins de pertes et on peut remarquer que pour les 3 cas, la perte est plus basse. Alors on va mesurer la perte par rapport à l'objet, est-ce qu'il s'agit du bon objet ou non, est-ce que également la boîte englobante est proche de la vérité terrain ou pas, et est-ce que en fait, le modèle est précis quant à sa classification. Donc là, on peut voir que pour ces 3 cas-là, notre modèle en jaune, donc le modèle entraîné sur le jeu de données augmenté, semble être meilleur. Et enfin, on peut regarder les données de validation. Alors là, les résultats ne sont pas aussi bons que ce qui peut être attendu. Donc on peut voir ici que les courbes se chevauchent et qu'en fait, la perte réaugmente un petit peu pour le jeu de données augmenté. En effet, on pourrait se dire qu'il y a encore des améliorations à faire sur notre jeu de données et sur notre modèle pour ce cas-là. Cependant, on voit quand même que le modèle semble être meilleur et donc on va pouvoir le tester.
Avant ça, je voulais vous montrer également qu'on peut regarder en fait l'usage GPU, la température, le pourcentage également avec Weight and Biases. Pourquoi en jaune en fait notre conso GPU dure plus longtemps? Et bah, tout simplement parce qu'on a plus de données. Donc notre modèle est un petit peu plus long à entraîner et forcément on consomme pendant un temps un petit peu plus long. Donc voilà pour nos métriques et nos pertes obtenues avec notre nouveau modèle. On a pu les comparer à l'ancien. Moi, je trouve que mon modèle, il reste à peu près correct. Donc, je vais descendre à la fin de l'entraînement. Et ce qui me reste à faire ici, c'est venir exporter mes poids dans un conteneur objet vers un object storage. En fait, l'avantage, c'est que je ne vais pas avoir à télécharger 3 ou 4 gigas en local, puis les repousser après pour mon app. Je vais venir les exporter dans le cloud. Je vais garder mes petits poids bien au chaud pour réutiliser mon modèle après dans l'application qu'on a vue. Hop, alors je vais repasser sur la présentation. Je vous ai remis ici donc toutes les courbes, précision et rappel, les maps, les différentes pertes donc pour le jeu d'entraînement et pour le jeu de données de validation. Maintenant, on va aussi parler des matrices de confusion. Alors je sais que vous ne pouvez pas vraiment bien lire les chiffres, moi non plus d'ailleurs, mais ce n'est pas le plus important. Globalement, ce qu'on va vouloir sur une matrice de confusion, c'est que la diagonale soit à 1, donc dans la couleur bleu marine si on parle de couleur, et que les triangles donc dans le coin en bas à gauche ou en haut à droite soient globalement blancs, donc proches de 0. On peut voir que sur le jeu de données donc de base, on avait quelques confusions pour certaines lettres, et pour d'autres, en fait, notre prédiction était assez loin de la vérité terrain. Ce qu'on obtient, c'est donc que notre modèle sur le jeu de données augmenté est quand même relativement meilleur, en tout cas si on compare les matrices de confusion sur les prédictions par rapport aux vérités terrain. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au déploiement de l'app. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le déploiement de l'app? On va créer une petite app. Donc, je fais de l'IA, donc je suis désolée, je suis restée sur du Python. Je n'ai pas été très exotique sur ce coup-là. Par contre, je suis venue créer un petit Dockerfile pour pouvoir en fait construire mon image Docker. Première étape, avoir un modèle d'IA. Bonne nouvelle, on est déjà venu l'exporter dans le cloud. Ensuite, je suis venue créer un petit script Python. Alors, pour ça, je vais accéder à GitHub et on va pouvoir s'y intéresser de plus près. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé Streamlit. Streamlit, c'est un framework qui est pas mal utilisé en data science pour créer des petites interfaces relativement simples et surtout facilement. Il faut savoir que si j'avais dû m'attaquer à du front, je pense que vos yeux auraient piqué, que vous auriez eu un fond bleu turquoise avec une écriture rose fluo. Donc, il valait mieux que Streamlit fasse le taf pour moi. En tout cas, première étape, c'est d'importer les dépendances, donc du classique, et ensuite de charger le modèle. Alors là, cette fonction, elle est en cache. Pourquoi? En fait, je n'ai pas envie, à chaque fois que j'appelle mon modèle ou à chaque fois que je lance mon app, de recharger ce modèle, parce que ça peut prendre du temps. Donc, je vais le charger une bonne fois pour tout au lancement, et après, en fait, j'aurai plus à le faire. Ensuite, je vais venir charger depuis, avec PyTorch, qui est un framework d'IA, donc je vais venir charger l'architecture du modèle ULV7 et je vais lui préciser que c'est du custom en utilisant en fait mes propres poids qui sont sauvegardés donc dans un conteneur objet. Je définis ma fonction getPrediction, donc globalement je vais venir lire mon image en bytes et je vais venir la traiter pour obtenir le résultat du modèle. Ensuite, je vais pouvoir analyser cette image. Donc déjà, avant toute chose, je vérifie que j'ai bien une image. C'est assez important. Une fois que j'ai bien mon image, je l'ouvre, donc je la transforme en bytes comme on l'a vu, et je récupère le résultat. Ce résultat, donc qui est une lettre, je vais venir l'intégrer dans une liste. Et ensuite, je vais l'afficher. Pour cela, on va également créer une fonction displayLetters. Donc en fait, comme moi je veux créer un mot, je vais venir sauvegarder mon mot dans un fichier texte qui va être temporaire. C'est-à-dire que je vais venir sauvegarder une lettre une fois, ensuite une lettre suivante, etc. pour venir former un mot. Et je vais pouvoir appuyer après sur un bouton Clear qui va me permettre de supprimer ce fichier texte temporaire pour en écrire un autre. Le but, évidemment, aujourd'hui, je vous le montre avec un mot puisque c'est un POC. On peut s'imaginer écrire une phrase complète, un texte complet, et du coup, après, pouvoir en fait l'extraire, par exemple, pour faire un compte rendu ou autre.
Enfin, mon main, où là, je vais utiliser vraiment les fonctionnalités Streamlit. Donc, je vais venir mettre une image, du texte, également le caméra input de Streamlit que vous avez vu tout à l'heure, qui est relativement pratique. Et donc, je vais venir initialiser mon bouton qui va me permettre de nettoyer mes résultats. Donc ça, c'est pour la partie petit script Python. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus énormément de lignes. Et maintenant, on va s'intéresser à l'image Docker et donc au Dockerfile. Alors, vraiment, le Dockerfile, ouais, 12 lignes, mais c'est parce que j'ai vraiment fait un effort sur l'aération. Non, tout ça pour vous dire que si vous voulez déployer une app avec iDeploy, pour le coup, c'est relativement simple. On part d'une image, bon, la Python 3.8, mais après, ça, c'est au bon vouloir de chacun. J'installe mes dépendances, je lance ma commande qui me permet de démarrer mon Streamlit. Et petit détail, j'applique un change owner juste pour donner les bons droits à l'utilisateur chez nous côté OVH. C'est tout. C'est pas du grand Dockerfile non plus. Et une fois que ça c'est fait, je déploie mon app dans le cloud en venant récupérer mon modèle de mon conteneur objet. Ce que je vous propose, c'est de tester la seconde solution et on va voir si elle est meilleure. Alors, toujours pas d'originalité, hein, je vais refaire OVH pour voir ce qu'on obtient. Alors, je vais commencer par le haut. OK, donc là j'ai bien un haut, 96%. Donc je vais venir nettoyer et on va faire un V. Donc on a bien un V à 97%. Et le dernier, donc un H. Ah super, je vous disais que le modèle était meilleur, forcément j'ai un P. Attendez, on refait. OK, un H et j'ai de retour un P. Donc comme par hasard, je vous disais que le premier modèle était moins bon, là il était meilleur, mais c'est les aléas du direct. Écoutez, vous pensez peut-être que je vous ai menti. Du coup, je vais vous laisser tester l'app. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez flasher le QR code ou y accéder juste avec le lien en dessous. Globalement, si vous cherchez sur Internet American Sign Language Letters, vous aurez en fait l'alphabet et vous pouvez tester. Théoriquement, ça fonctionne mieux. Peut-être pas fan du fond de Devoxx, en fait. Ça doit être ça. On va passer à la conclusion et on va voir ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors déjà, on a vu qu'on pouvait théoriquement améliorer un dataset grâce à la data augmentation. En fait, moi, à la base, j'avais un dataset avec les mêmes personnes et le même type de fond. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que mon IA soit un petit peu plus inclusive en lui apportant différents types de mains avec des personnes tatouées, portant des bagues, etc. Ensuite, ce n'était pas suffisant, donc on est venu augmenter la donnée, et c'est vraiment cette augmentation de la donnée qui nous permet en fait d'obtenir un jeu de données plus diversifié. Ensuite, j'ai pu entraîner mon modèle d'IA avec la puissance des GPU dans le cloud. Alors, vous pouvez le faire sur n'importe quel cloud provider pour le coup. Il y en a un qui est quand même mieux que les autres. Je dis ça complètement au hasard. L'outil vachement cool pour comparer les modèles et faire du tracking, c'est Weight and Biases. Ça, pareil, c'est open source. Vous pouvez créer un compte gratuitement et vous pouvez l'utiliser pour comparer vos trainings. Ensuite, on a pu créer une app d'IA à partir d'un modèle entraîné. Et enfin, on a déployé cette application avec AI Deploy, donc de manière sécurisée et hautement disponible. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais l'aspect sécurité, c'est qu'en fait, vous pouvez définir un token d'accès, etc. Et en ce qui concerne la haute disponibilité, c'est que vous avez des stratégies d'auto-scaling qui vous permettent de définir un nombre de réplicas minimum et maximum. Et en fait, votre app va scaler en fonction du nombre de calls pour éviter en fait d'avoir trop de latence. En tout cas, je vous remercie et je remercie mes collègues également contributeurs pour leurs images et pour leur aide, et ma collègue de data processing qui m'a bien aidé avec Spark. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez discuter, n'hésitez pas. Alors, la question est, est-ce que je peux définir globalement le mot poids dans la data science? En fait, si vous voulez, globalement, vous avez un modèle, donc une architecture en deep learning ou en machine learning d'ailleurs, avec des réseaux de neurones.
Et ces neurones, en fait, auront plus ou moins d'importance. Et donc, leur poids va être plus ou moins lourd. En fait, si vous voulez, dans l'architecture globale du réseau de neurones, on va venir appliquer comme un calque, c'est-à-dire que tel neurone aura plus ou moins d'importance, et c'est ça qu'on va sauvegarder, en fait. C'est en fait l'importance que va avoir un neurone pour la prise de décision par la suite. Je peux donner un exemple tout simple. Si je veux prédire le prix d'une maison, eh ben, peut-être que, je ne sais pas, sa localisation aura beaucoup plus d'importance que le nombre de salles de bain. Et donc, du coup, le poids de ce neurone-là va être plus important. Et donc, après, le fichier de poids global va varier. Il y aura en fait plusieurs valeurs en fonction de la taille, de l'architecture et du nombre de neurones. J'espère que j'ai été claire. Oui. Globalement, la question c'est est-ce que la typologie peut changer, c'est ça, du modèle en fonction de l'entraînement? Alors, ça peut être du custom en entrée, c'est-à-dire que vous pouvez redéfinir et customiser l'architecture, notamment sur les dernières couches pour un besoin bien spécifique. Après, effectivement, là, moi, mes poids ont forcément changé. Initialement, en transfer learning, j'avais utilisé les poids du V7, entraînés sur la base de données Coco. Mes poids, en fait, après, ils se sont réajustés au fur et à mesure de l'entraînement pour mon but final qui est la détection de la langue des signes. Et donc, effectivement, mon fichier de poids final n'était pas le même que le fichier de poids initial. Donc, il y a bien des ajustements en fait au fur et à mesure. Après, YOLO V7 reste un modèle universitaire, si je peux dire, très utilisé sur des papiers de recherche, etc. En fait, si on veut vraiment le faire sur un type de choses bien précises pour détecter en fait, je sais pas, quelque chose de bien spécifique. Il y a d'autres architectures qui existent ou qui sont plus légères, par exemple, pour des besoins d'embarquer de voitures autonomes ou autres. Oui. Alors la question c'est, sachant qu'en langue des signes, en fait, par exemple, on peut définir une personne par son trait de caractère, est-ce que c'est possible en fait de customiser le modèle ou de lui apporter des informations pour qu'il puisse l'apprendre? C'est une très bonne question. Globalement, en texte, ça se fait. C'est-à-dire que si mon modèle de speech to text, c'est par exemple retranscrire des textes très classiques de l'oral à l'écrit, on peut lui envoyer un fichier de texte sur les données de santé pour qu'en fait il ait le jargon. Et ça, en fait, à partir du fichier de texte, lui, il va savoir le faire à l'oral, entre guillemets. Pour l'image, je ne sais pas encore si c'est vraiment faisable. En tout cas, c'est assez dur d'entraîner des modèles continuellement. Donc, c'est plus par étape d'entraînement quand on a plus de données. Et pour moi, effectivement, ça serait quelque chose d'assez compliqué à faire. Parce que pour avoir discuté avec des personnes qui connaissaient la langue des signes, effectivement, des fois, c'est vraiment une distinction physique très particulière et ils se comprennent entre eux. Et pour le coup, c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc, bonne question et je ne sais pas. En tout cas, ça serait à étudier. Oui. Alors, la question est, là, en fait, on a appris à détecter des lettres. Si on veut le faire pour des mots, est-ce qu'on pourrait utiliser le même modèle? Alors, sans doute que non. Parce qu'en fait, chaque signe, ça va être un mouvement, donc une vidéo. Là, notre modèle est habitué donc, à s'entraîner sur des images et non des vidéos pour le moment. C'est pour ça que ça pourrait être un petit peu plus compliqué de le faire pour des mots entiers quand c'est signé. Et des fois, un signe, c'est même pas un mot, c'est plus un groupe de mots ou une attitude en particulier. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des modèles un peu plus spécifiques. Donc, si vous repassez sur le stand de chez AXA, vous verrez que ce n'est pas du tout le même type de modèle puisqu'il s'agit de points. Et donc là, ça peut être effectivement plus de la vidéo. Après, il y a des expressions, effectivement. Par exemple, I love you, c'est un signe en particulier alors que c'est 3 mots.
Donc globalement, voilà, ce serait plus une vidéo et du coup, il faudrait sans doute adapter le modèle et avoir un modèle plus dédié à la détection de signes, en tout cas de main, mais sous format vidéo. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, bon Devox, et vous pouvez nous retrouver sur le stand d'OVH si vous avez des questions. Si vous voulez jouer avec l'app aussi et la challenger, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Merci encore.